Excellences, les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma sincère gratitude à l'État du Qatar et aux Nations Unies pour l'organisation de cet important forum et pour leur chaleureux accueil. Il est clair que le bien-être social est le fondement essentiel du renforcement d'une paix globale, de la stabilité et d'un développement durable. Et à cet égard, je tiens à souligner que l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie pour le développement de la protection sociale de la population de la République du Tadjikistan pour la période allant jusqu'en 2040 s'inscrit dans la continuité de nos efforts constants en ce sens. Ce document, élément clé du renforcement de la stabilité sociale et de l'amélioration du niveau de vie des citoyens, ce document vise à assurer le développement socio-économique durable du pays. Par ailleurs, je tiens à souligner que le gouvernement du Tadjikistan adoptera le programme de développement à moyen terme pour la période 2026-2030 d'ici la fin de l'année. Ce document décrit la phase finale de la stratégie nationale de développement pour la période allant jusqu'en 2030. Dans la mise en œuvre de ces stratégies et programmes, le Tadjikistan accorde une importance toute particulière au renforcement du capital humain par le développement de l'éducation et de la santé. La collaboration du gouvernement avec la société civile joue un rôle essentiel dans le progrès socio-économique du pays. Au cours des 2 dernières décennies, plus de 4 millions d'emplois ont ainsi été créés ou rétablis dans divers secteurs de l'économie. Huit programmes d'État et 3 stratégies à long terme dans le domaine de l'éducation sont en train d'être mises en œuvre. Il s'agit d'éléments clés du développement social. Il est évident que le développement social est indissociable des progrès réalisés dans le domaine de la santé. Le gouvernement de la République du Tadjikistan prend à intervalles réguliers des mesures constantes pour assurer le bon fonctionnement des institutions médicales et pour améliorer le niveau et la qualité des services de santé offerts à la population. Mesdames et Messieurs les participants au forum, la réalisation d'un développement social durable est étroitement liée au bon fonctionnement de tous les secteurs économiques et à la viabilité environnementale. Avec 93% de notre territoire qui est montagneux, le Tadjikistan est particulièrement vulnérable aux conséquences des changements du cycle hydrologique, vulnérable aux inondations, aux sécheresses et à d'autres catastrophes naturelles. À cet égard, nous prenons des mesures constantes pour lutter contre le changement climatique et afin d'assurer le bien-être de notre population. Il convient de noter que les pays en développement, en particulier les États montagneux et enclavés, sont confrontés à des défis importants pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable et garantir la stabilité sociale. Nous insistons sur la nécessité de prendre des mesures concrètes, mesures audacieuses, pour améliorer l'accès des pays vulnérables aux ressources financières et ainsi garantir un financement durable, notamment dans les domaines des services sociaux, du développement du capital humain et de l'adaptation au changement climatique. Mesdames et Messieurs les participants, la transition vers une économie verte offre à la communauté internationale de vastes opportunités de relever les défis sociaux.
le Tadjikistan, fort de son immense potentiel hydroélectrique, accorde une importance capitale à l'indépendance énergétique et au développement des énergies vertes. Actuellement, plus de 98% de l'électricité au Tadjikistan est produite à partir de sources hydroélectriques. Et notre pays se classe au 6e rang mondial en matière de production d'énergie verte. En outre, je tiens à noter que le Tadjikistan poursuit activement sa transformation numérique et la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans divers secteurs. Un usage rationnel et ciblé de ces technologies peut contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de développement durable. Récemment, à l'initiative du Tadjikistan, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution spéciale intitulée « Le rôle de l'intelligence artificielle dans la création de nouvelles opportunités de développement durable en Asie centrale ». Je suis convaincu que cette résolution constituera un outil efficace pour exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle dans notre région afin d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs les participants au forum, un développement social inclusif exige des efforts conjoints au niveau locaux, nationaux et mondiaux. Nous devons unir nos forces pour garantir des conditions équitables de progrès social pour tous les segments de la société et tous les peuples du monde. Lors du sommet d'aujourd'hui, nous devons réaffirmer à l'unanimité notre engagement commun d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable et notre volonté d'accorder une importance particulière au développement social qui en est un domaine clé. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie le président de la République du Tadjikistan pour sa déclaration. Et j'invite son Excellence Tamas Suliok, président de la Hongrie, à prendre la parole. Your Majesty, Royal Highnesses, Altesse royale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, l'avenir pacifique de l'humanité dépend de notre volonté de nous respecter les uns les autres, de nous comprendre et de notre volonté de coopérer. Protéger la dignité humaine et renforcer la sécurité sociale est une responsabilité qui nous incombe à tous. Nous vivons une époque à laquelle nous sommes confrontés à des difficultés sociales, économiques et démographiques qui affectent presque toutes les régions du monde. Nos communautés sont en outre touchées par les changements climatiques, des conflits, par un déclin démographique ou par une explosion démographique. Nous devons de relever ces défis avec efficacité au niveau social, familial, communautaire, au niveau national, et également par le biais de la coopération internationale. La condition sine qua non du développement social, c'est la paix. On ne peut pas parler de bien-être social dans un monde déchiré par des conflits, où l'absence de paix affecte ou touche le plus durement ceux qui sont les plus vulnérables. C'est la raison pour laquelle il nous incombe en tant qu'êtres humains d'œuvrer à la paix et de la préserver. La paix et l'état de droit sont intimement liés. Lorsque nous respectons la loi, si nous respectons la loi, la coopération s'imposera au conflit. Le droit joue un rôle extrêmement important en matière de justice sociale. L'égalité vis-à-vis du droit permet à toutes les personnes de profiter du développement social. La Hongrie est convaincue que
L'avenir de nos sociétés ne peut être garanti que si l'avenir de nos familles est garanti. Protéger les familles est crucial non seulement d'un point de vue moral, mais cela répond également à des intérêts économiques et sociaux fondamentaux. La famille est la pierre angulaire de la solidarité humaine. C'est la première communauté où nous apprenons ce que cela veut dire que d'assumer des responsabilités par rapport ou vis-à-vis d'autres personnes. Davantage de mesures doivent donc être prises pour permettre aux familles de vivre dans la sécurité, la stabilité et dans un contexte propice à leur développement. Il est également fondamental de renforcer la solidarité entre les générations. Les jeunes ont besoin d'avoir une vision d'avenir. Les personnes âgées ont besoin de davantage de sécurité. C'est fondamental si nous voulons maintenir un équilibre social qui est parfois délicat à obtenir. Le niveau de développement d'une société est mesuré à l'aune de la manière dont nous traitons ceux qui sont le plus en difficulté. C'est ce qui met en fait en épreuve notre respect de la dignité humaine. La cohésion sociale, la lutte contre la pauvreté, la protection de famille et le soutien aux personnes handicapées sont des éléments qui sont tous basés sur un dénominateur commun, à savoir le respect de la dignité humaine. Par conséquent, le développement social ne peut pas être mesuré uniquement à l'aune de statistiques. La Hongrie est convaincue que mesurer véritablement le développement social, c'est prendre en considération les chances que nous offrons à nos populations de vivre une vie qui a un sens, une vie décente, une vie basée sur 3 piliers. La paix, l'état de droit et la coopération. Si nous voulons renforcer ces piliers dans nos familles, dans nos communautés et au sein de nos pays, nous devons construire un monde où la solidarité est une valeur universelle. C'est notre mission à tous et je pense que c'est un objectif louable qui est à la hauteur de l'esprit des Nations Unies. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie le président de la Hongrie pour sa déclaration. Et j'invite maintenant son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, à prendre la parole. Your Excellency, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Monsieur le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, Madame la Présidente de l'Assemblée Générale, Annalena Baerbock, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres, Monsieur Lok Bahadur Tapa, Président du Conseil économique et social des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs. Pour commencer, je voudrais remercier Son Altesse. Merci de nous avoir accueillis ici au Qatar à l'occasion de ce 2e sommet mondial pour le développement social. Comme toujours, l'accueil et les installations qui nous ont été réservées à Doha sont parfaits. 30 ans après Copenhague, des progrès significatifs ont été réalisés. Nous avons été les témoins d'efforts fructueux qui ont permis de réduire la pauvreté la plus extrême, d'élargir l'accès à l'éducation, à la santé et à la protection sociale. Cependant, des inégalités subsistent, en particulier entre les régions, avec des millions de personnes qui ont encore des difficultés à joindre les deux bouts. Ces difficultés ne sont pas nouvelles, mais nos systèmes de gouvernance n'ont pas évolué suffisamment rapidement pour les régler. Le développement social est un travail constant qui exige de nous de nous adapter. À l'heure actuelle, la priorité est de continuer d'avancer dans le bon sens et de construire sur ce que nous avons déjà obtenu. Le succès dépendra de nombreux facteurs. Mais le plus important, c'est
de maintenir au cœur le développement du capital humain. Pour avoir un développement durable, ce développement ne peut pas être délocalisé. C'est une approche qui est au cœur de notre transformation. La protection sociale, la participation des communautés et la responsabilité, autant d'éléments ancrés dans notre gouvernance. Chaque décision politique de nos institutions tient compte de nos efforts pour promouvoir la qualité de vie. Nous devons aussi redéfinir notre approche au partenariat. Trop souvent, la coopération mondiale n'est pas équilibrée. Nous devons mettre de côté des pratiques obsolètes qui écartent la majorité du monde. Si nous voulons que les accords multilatéraux soient efficaces, ils doivent être conçus de manière à fournir des résultats mesurables et si le développement social est une cause sérieuse, alors nos solutions doivent tenir compte des besoins de tous les pays et pas simplement d'une poignée d'entre eux. Le Rwanda se tient prêt à travailler avec ses partenaires pour bâtir un avenir plus inclusif et plus résilient aux côtés de nos partenaires. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je remercie le président du Rwanda et j'invite maintenant à prendre la parole son Excellence Emmerson Dambudzo Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe. Your Highness, Sheikh Tamim. Son Altesse le Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Son Excellence Baba Bok, présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs. J'ai l'honneur de prendre la parole à l'occasion de ce sommet historique, deuxième sommet mondial pour le développement social, au nom du peuple de la République du Zimbabwe. Je tiens à vous transmettre nos salutations et nos remerciements à l'endroit du Qatar pour leur excellente organisation de cet événement. Et je salue également l'esprit de dialogue et d'humanité partagée. Nous célébrons ici le renouvellement de nos engagements. 30 ans après Copenhague, nous réitérons notre engagement collectif aux 3 piliers du développement social, de l'éradication de la pauvreté et de l'emploi productif et décent et en faveur de l'inclusion sociale. Il s'agit de base du développement durable humain ancré dans la paix et la sécurité ainsi que les droits humains et la justice humaine. En dépit des progrès accomplis, plus d'1 milliard de personnes vivent encore dans une certaine mesure dans la pauvreté. Les inégalités s'accroissent alors que le changement climatique, les pandémies, le fardeau de la dette et les conflits continuent de peser lourd sur nos progrès. Notre objectif ici, c'est renouveler notre pacte mondial pour la participation qui associe à nos engagements des actions concrètes. Notre engagement national se fonde sur notre Constitution qui consacre l'égalité, la justice sociale et le droit au développement. Ces principes sont concrétisés par notre vision 2030 et par notre feuille de route nationale. Ces principes sont également reflétés dans notre politique de participation extérieure qui est ancrée dans l'égalité souveraine, la coopération pacifique, dans un respect mutuel entre les nations.
S'agissant de l'éradication de la pauvreté, le Zimbabwe a beaucoup progressé en vue de l'élimination de la pauvreté et en vue de l'amélioration de l'éducation, de la santé et de la protection sociale. Les niveaux de pauvreté ont diminué de 78% en 1995 à 38% en 2017. La participation à l'école primaire a augmenté de 8%, alors que l'éducation des adultes a augmenté. L'espérance de vie est de 64,4 années. Les programmes phares, tels que les modules d'assistance à l'éducation, ont pu bénéficier à 1,3 million d'apprenants, y compris des enfants handicapés. Le fonds d'assistance sanitaire garantit l'accès aux soins de santé pour les citoyens vulnérables. Nous continuons d'investir dans une agriculture climato-intelligente. Nous numérisons les registres sociaux et nos systèmes alimentaires pour améliorer la sécurité alimentaire des foyers et la résilience alimentaire. Cependant, ce progrès est ralenti par des mesures coercitives et par des sanctions unilatérales qui sont imposées contre nous. Les chocs climatiques nous empêchent d'accéder au financement climatique. Tout ceci exige de réformer l'architecture financière internationale pour que le financement soit à la hauteur des besoins de financement mondial. S'agissant du travail décent et du travail productif, la création d'emplois et le travail décent sont au cœur de notre stratégie de développement. Le cadre politique d'emploi national et le programme Pays pour l'emploi promeuvent l'investissement dans les compétences et dans l'infrastructure. L'enquête de 2024 montre que le chômage est de 20,5%, soit 20 points de pourcentage de moins. Nos efforts continuent et nous renforçons nos systèmes de contrôle et nous promouvons également le dialogue social dans le cadre du forum de négociation tripartite. Le Zimbabwe participe également à l'accélérateur mondial de l'OIT sur le travail et la protection sociale pour une transition juste, pour la promotion d'emplois verts, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. En matière d'inclusion sociale et d'égalité, il s'agit d'obligations constitutionnelles et morales. La politique de protection sociale, la politique sur le handicap, la politique sur le genre et le cadre de parité souhaitent parvenir à l'autonomisation de toutes les communautés pour n'oublier personne. Dans le cadre de notre modèle éducatif, nous promouvons l'innovation et l'entrepreneuriat. La Banque pour les femmes et les jeunes offre des prêts concessionnels. Les femmes occupent des fonctions supérieures au sein de notre société, ce qui témoigne de notre engagement en faveur de la parité femmes-hommes. Notre philosophie du développement, qui se fonde sur la modernisation de notre pays, fait de cette priorité une responsabilité commune. Nous avons une vision partagée dans le cadre de cette responsabilité collective. La coopération mondiale et la réforme sont aussi des éléments importants. Le développement social prospère
dans un système réformé. C'est pourquoi nous appelons à une réforme des systèmes commerciaux pour promouvoir la justice et l'inclusion. Pour nous acquitter de nos engagements en matière de développement social et pour tenir compte des besoins spécifiques de l'Afrique et pour le retrait complet des mesures unilatérales coercitives qui sont une violation du droit international et qui limitent notre développement. Cela s'inscrit dans notre engagement en faveur du programme à l'horizon de 2030. En guise de conclusion, je tiens à redire que la famille est au cœur de la cohésion sociale et au cœur de nos valeurs partagées. Les femmes, les jeunes et les familles doivent porter la croissance inclusive et être un moteur de la solidarité intergénérationnelle. Cette déclaration de Doha doit redonner espoir à ceux qui attendent encore la justice et la dignité. Le développement ne doit plus être un privilège, mais un droit universel. Le Zimbabwe est l'ami de tous et l'ennemi de personne. Nous sommes prêts à travailler avec tous pour bâtir un monde juste, inclusif, durable, où personne n'est oublié nulle part. À cette fin, le Zimbabwe a soumis sa candidature pour le Conseil de sécurité en tant que membre non permanent pour la période 2027-2028 et nous comptons sur votre soutien. Je vous remercie pour votre attention. I thank the President. Je remercie le président de la République du Zimbabwe. Je donne maintenant la parole à son Excellence Vagan Kachaturan, président de la République de l'Arménie. Excellencies, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée alors que nous réitérons nos engagements partagés en faveur des principes de la déclaration de Copenhague. 30 ans après son adoption, le message de cette déclaration reste tout aussi puissant. L'être humain doit être au cœur du développement. Pour l'Arménie, c'est une conviction qui a guidé notre transformation nationale, et ce depuis notre indépendance. Notre vision, notre progrès se fondent sur la dignité humaine, sur les droits humains, l'égalité, la justice sociale. Nous croyons qu'une société inclusive et juste est une société qui autonomise sa population. Une société où tout à chacun a la possibilité d'apprendre, de travailler, de vivre en paix et contribuer au bien commun. Ces dernières décennies, nous avons amélioré notre système social, réformé ce système pour créer un État robuste. Nous avons une stratégie de développement, un plan stratégique pour le travail 2025-2031, une stratégie de protection sociale, autant de stratégies qui nous permettent de promouvoir l'emploi décent, de renforcer les systèmes de protection sociale pour que cette protection soit accessible à tous, y compris aux personnes les plus vulnérables, pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Nos efforts en cours mettent l'accent sur la création d'emplois de haute qualité, sur l'autonomisation économique des femmes et l'inclusion des jeunes, ainsi que de différents groupes. Nous investissons dans le capital humain pour garantir une croissance inclusive et durable.
la mise en place d'un soutien d'urgence a permis de mettre sur pied une nouvelle approche pour aider les plus vulnérables qui peuvent passer de la dépendance à l'autosuffisance sociale, y compris en matière de génération de revenus. Avoir accès ainsi à l'éducation de qualité, qui est une condition indispensable pour le développement du capital humain et une priorité de notre gouvernement. Les habitants éduqués et talentueux ont toujours été l'avantage compétitif de notre pays et de notre économie. C'est pourquoi nous avons renforcé nos efforts en matière de soutien à l'éducation. Nous souhaitons reconstruire notre système éducatif d'ici 2036 pour garantir le succès de notre programme d'alimentation scolaire dans toutes les régions de notre pays. Et nous avons un partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Nous reconnaissons que la paix et la sécurité sont des conditions indispensables du développement social. Un environnement pacifique, des relations de bon voisinage permettent la libre circulation d'idées, de marchandises et de personnes, ouvrant de nouvelles voies pour la prospérité partagée. Une croisée de paix. Voilà comment on pourrait qualifier notre pays. Nous faisons le lien entre les sociétés, nous créons de nouveaux contacts. Notre transformation démocratique, notre engagement en faveur de la bonne gouvernance et de l'état de droit continue d'orienter nos politiques. Nous voulons que nos institutions soient plus transparentes, que notre prise de décision soit plus spécifique et que notre gouvernance plus responsable. Nous voulons faire en sorte que le progrès économique se traduise directement en justice sociale pour tous. Les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, les inégalités entre les sociétés, au sein des sociétés, la pauvreté, les pandémies, le changement climatique, nous rappellent que le progrès ne peut se faire en isolation. Nous avons besoin d'efforts collectifs, de solidarité et de confiance entre les nations. L'Arménie accorde beaucoup d'importance à ces partenariats et aux valeurs d'éducation dans notre pays ou encore de protection sociale. Le développement social est une priorité stratégique pour un avenir pacifique. La réussite de notre société ne sera pas mesurée uniquement à l'aune de la croissance économique, mais également selon comment nous défendrons la dignité et les droits de chacun. Je vous remercie. I thank the President of the Republic. Je remercie le président de l'Arménie. Je donne maintenant la parole à Sa Majesté le roi Letsi III, roi du royaume du Lesotho. Your Royal Highness, the Emir of the State of Qatar, Excellence, Votre Altesse, Émir du Qatar, Excellence, Madame la Présidente de la 80e session de l'Assemblée générale, Altesse royale, Excellence, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, les représentantes et représentants. Au nom du gouvernement et du peuple du Lesotho et en mon nom propre, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Son Altesse le Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, pour son aimable invitation au 2e sommet mondial pour le développement social.
Nous remercions l'Assemblée générale pour l'organisation de cette importante réunion qui nous donne l'occasion de faire le bilan des progrès accomplis, de nous donner les moyens de remédier aux problèmes persistants et de tenir les promesses qui ont été contractées en 1995 à Copenhague en matière de développement social. Travaillons au programme d'action de Copenhague et accélérons par là même l'application du programme 2030 de développement durable. Madame la Présidente, le Lesotho réitère son engagement infaillible envers la déclaration de Copenhague qui continue de guider notre projet de développement national. À travers notre plan stratégique national de développement, nous faisons des progrès en matière de développement social, de réduction de la pauvreté, de croissance inclusive, ancrés dans les 3 piliers de la déclaration de Copenhague qui reste valable aujourd'hui. Élimination de la pauvreté, plein emploi productif et intégration sociale. Nous avons fait des progrès notables dans l'élargissement de la protection sociale aux enfants, personnes âgées et aux personnes handicapées. L'éducation primaire gratuite reste universelle et nous continuons de soutenir les foyers vulnérables à travers des initiatives de parentalité positive et de soutien social. Nous avons également introduit un système de pension non contributif universel et nous développons des systèmes de prise en charge sur le long terme pour les personnes âgées. Notre engagement en faveur de l'inclusion des personnes handicapées est encore renforcé par notre allocation handicap et notre plan national de prise en compte du handicap. Madame la Présidente, le Lesotho souscrit à la position de l'Union africaine sur le travail décent. Il est fondamental pour la justice sociale et pour le développement durable. Comme cela apparaît dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, la transformation économique doit progresser de pair avec la dignité humaine. L'Afrique reste le continent le plus jeune du monde. Près de 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Cependant, le chômage des jeunes reste à un niveau très élevé, ce qui est inacceptable. Partant, le gouvernement de Lesotho a déclaré l'état d'urgence en matière de chômage des jeunes à l'été dernier afin d'accélérer les interventions et de créer des possibilités tangibles. 40% des marchés publics sont réservés aux entreprises dirigées par des jeunes. Nous avons créé un fonds de garantie des investissements en partenariat avec le secteur privé afin d'élargir l'accès au financement pour la jeunesse et nous avons levé les frais d'immatriculation pour les PME afin d'encourager l'innovation et l'entrepreneuriat. Le but de ces mesures est de faire du Lesotho une économie menée par la croissance du secteur privé, les exportations et un emploi productif plutôt que la simple consommation et les dépenses publiques. Madame la Présidente, le Lesotho progresse dans l'élaboration d'une loi complète sur la sécurité sociale visant à créer un système global et intégré qui couvre à la fois les travailleurs du secteur formel et du secteur informel. Nous reconnaissons que les migrations mondiales peuvent être un moteur de développement. En partenariat avec l'Organisation internationale du travail et des partenaires internationaux, nous travaillons à assurer des migrations sûres, régulières et profitables, protéger les travailleurs et travailleuses migrantes, protéger leurs droits et protéger la mobilité des avantages sociaux
d'un endroit à l'autre. Nous nous félicitons de l'issue de la conclusion de la conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral et la conférence sur le financement du développement. Deux conférences qui ont eu lieu cette année et qui ont réaffirmé notre engagement mondial à combler la brèche du financement du développement, en particulier pour les pays dans des situations particulières. Nous encourageons à une application opportune de ces conclusions afin d'accélérer les progrès sur la voie du programme 2030. Madame la Présidente, nous reconnaissons que les inégalités entre les hommes et les femmes et les violences sexistes restent des obstacles notables au développement durable. Le Lesotho ne faiblit pas dans sa lutte contre la violence sexiste, la protection des droits des femmes et l'intégration de l'égalité dans tous les domaines de la vie. Nous encourageons tous les gouvernements à adopter des lois protectrices et à mettre en commun les bonnes pratiques qui accélèrent les progrès. Alors que nous sommes réunis ici, à Doha, le Lesotho appelle la communauté internationale à réitérer son engagement collectif à faire progresser le travail décent, éradiquer la pauvreté et élargir les socles de protection sociale à toutes et à tous. Rappelons-le, lorsque le travail est décent, le développement est durable et l'humanité progresse. En outre, le Lesotho souligne l'importance d'intégrer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos politiques sociales. Cet aspect est un droit humain fondamental, mais c'est également un pilier essentiel de la justice sociale et du développement durable. Une population bien nourrie est plus productive, en meilleure santé et mieux à même d'apprendre et de travailler, ce qui permet de casser les cycles intergénérationnels de pauvreté. En liant aux programmes de protection comme les transferts de liquidités, les programmes scolaires et autres à la nutrition, nous pouvons faire en sorte que les foyers vulnérables aient un accès constant à une nourriture saine et suffisante. Faire ce lien permet de renforcer la résilience face aux chocs, d'atténuer les vulnérabilités et donne aux populations les moyens de s'épanouir dans la dignité. Le Lesotho appelle toutes les nations à faire de la sécurité alimentaire et nutritionnelle une composante centrale de leur programme de protection sociale. Cela reste essentiel pour réaliser le programme 2030. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'espère que nous quitterons Doha animés d'une volonté renouvelée de travailler à faire en sorte que chacun vive dans la dignité, que personne ne soit laissé pour compte et le développement social ne soit pas un simple objectif, mais un engagement mondial partagé. Lorsque le travail est décent, le développement est durable et l'humanité progresse. Je vous remercie. Je remercie le roi du Lesotho et je donne maintenant la parole à son Excellence Mohamed Younis Yenfi de la Libye qui va prendre la parole. Il est président du Conseil présidentiel. معالي السيدة أنيلينا بيربوك رئيسة الجمعية، السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. Votre Altesse, Monsieur le Secrétaire général, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Permettez-moi, avant toute chose, de remercier l'État frère du Qatar et ses dirigeants pour l'accueil de ce sommet mondial.
Je remercie également les Nations Unies et ses institutions spécialisées pour leurs efforts en faveur de la promotion du développement social et pour le renforcement de la protection sociale partout dans le monde. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis pour le 2e sommet mondial pour le développement social et je représente ici le peuple libyen. Je suis là pour vous réitérer notre détermination à parvenir à la justice et au développement et incarner notre volonté d'être un peuple qui est en quête d'un développement juste. Nous nous réunissons à Doha 30 ans après le sommet historique de Copenhague de 1995. Nous sommes là pour réaffirmer notre attachement à cette déclaration et affirmer notre volonté de lutter contre ce qui fait obstacle à un développement inclusif. Le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus complexe. Il est caractérisé par des changements démographiques et technologiques rapides et des inégalités de plus en plus profondes. Il est donc plus urgent que jamais de réitérer notre engagement en faveur du progrès social. Mesdames et messieurs, la Libye tire une grande fierté de son histoire humaine et sociale. Depuis les années 60, nous avons créé un système de protection sociale et d'éducation gratuit, une vraie référence dans la région. Ce système se fonde sur une culture d'égalité des chances et de justice pour toutes et tous. Les Libyennes et les Libyens sont fiers de leur patrimoine culturel ancien qui met en avant les valeurs de solidarité et de dignité. Ce système de valeurs nous a permis de résister aux crises et de surmonter les désaccords de façon pacifique et responsable. Ces valeurs que nous chérissons sont un capital vivant qui guide nos efforts pour bâtir un avenir plus humain et davantage en paix. Nous sommes déterminés à parcourir le chemin du progrès et du développement. En octobre 2023, le Conseil de planification nationale a élaboré le prochain plan stratégique qui doit guider notre développement national. Un ensemble de conclusions a été adopté et a ainsi donné forme à notre vision d'un développement durable, digne et axé sur la personne. Notre projet se concentre sur le développement social que nous considérons comme un pilier de stabilité et de prospérité. Pour cela, nous avons mis en place des systèmes de protection sociale pour les plus vulnérables. Notre projet consacre également le principe de justice sociale, avec notamment une égalité des chances entre toutes les régions de la Libye. Ce projet encourage également la réconciliation nationale comme prélude du développement social et une condition préalable à la sécurité. C'est ce qui nous permettra de passer à la prochaine étape de notre développement. Ce projet donne également aux Libyennes et aux Libyens le moyen d'être des partenaires du développement national en renforçant le rôle des initiatives locales, en soutenant les conseils municipaux, les projets au niveau local et en consacrant le principe de décentralisation du développement. Nous avons adopté notre stratégie de justice et d'égalité sociale à l'horizon 2027 afin de promouvoir l'égalité des chances et la protection des membres les plus vulnérables de notre société dans le cadre de notre développement durable. Nous avons également adopté le cadre de coopération des Nations Unies 2023-2025 afin de coordonner les efforts nationaux et internationaux dans les domaines
relatifs à la paix, au développement, aux services de base et la protection sociale. Voilà qui reflète notre conviction que le développement social est un pilier de la paix et de la stabilité. Mesdames et messieurs, la Libye prend des mesures fermes pour rétablir et unifier ses institutions. Nous savons qu'un développement inclusif n'est possible que si l'État travaille de concert avec la société civile et avec le secteur privé. Nous devons promouvoir ainsi la bonne gouvernance et la bonne gestion des ressources nationales. Nos progrès passés attestent de notre volonté nationale inébranlable et notre détermination à bâtir une société juste et prospère, axée sur l'humain, avec en son cœur le développement social pour ériger la Libye moderne auquel aspirent les générations futures. Pour conclure, le développement social est la pierre angulaire de la paix et de la stabilité. La dignité humaine est le principe qui éclaire nos politiques. Nous pensons que les pays ne reposent pas sur des slogans, mais sur une volonté véritable et une action collective. Ici, à Doha, nous réitérons notre engagement à être un partenaire actif de cette œuvre collective en faveur du développement et de la paix durable. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je remercie le président du Conseil présidentiel de l'État de Libye. Et je donne maintenant la parole à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Votre Altesse, Monsieur le Président de séance, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de prendre la parole au nom du peuple de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette rencontre historique. Nous sommes réunis ici à Doha pour parler de ce qui, au fond, nous concerne tous sans distinction de continent, de richesse ou de puissance, la dignité humaine. 30 ans se sont écoulés depuis le sommet mondial pour le développement social tenu à Copenhague en 1995. À l'époque, les dirigeants du monde se sont engagés autour de 3 principes qui demeurent aujourd'hui encore indiscutables. Éradiquer la pauvreté, promouvoir le plein emploi et renforcer l'inclusion sociale. Ils avaient affirmé avec force que le progrès économique et technologique n'a de sens que s'il améliore la vie des gens et élève la condition humaine. 30 ans plus tard, nous avons le devoir moral d'admettre une vérité difficile. Le monde n'a pas tenu toutes ses promesses. Car si l'humanité n'a jamais été aussi interconnectée, les fractures qui traversent notre société n'ont jamais été aussi profondes. Nous voyons aujourd'hui coexister, parfois dans le même pays, parfois dans la même ville, une minorité qui a accès à tout et des millions d'êtres humains qui n'ont accès à presque rien, ni à l'éducation, ni aux soins, ni à la protection sociale, ni même à la sécurité la plus élémentaire. Ce paradoxe prive le développement de sa vocation première, être un facteur de cohésion, un vecteur de justice sociale, un instrument de paix sociale.
Pour la République démocratique du Congo, cette question n'est pas théorique. Depuis 3 décennies, mon pays fait face à des cycles répétés d'agressions armées, à des déplacements massifs de population, à des millions de morts et à des millions de déplacés internes. Pourtant, malgré la souffrance et malgré les pertes, notre peuple a choisi la résilience. Nous revenons aujourd'hui à la table du dialogue mondial pour contribuer, aux côtés des autres nations, à la réinvention d'une nouvelle alliance internationale fondée sur l'équité, la solidarité et la responsabilité partagée. Mesdames et messieurs, dans ce contexte de tensions géopolitiques, de crise sociale, d'instabilité économique, de bouleversement climatique et de transition technologique rapide, nous n'avons plus le luxe d'un développement abstrait. Le développement social doit redevenir le cœur battant du développement tout court. C'est le choix que la République démocratique du Congo a fait. Dès le début de mon mandat, j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement, rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix. Cette orientation repose sur 3 convictions. La dignité ne se négocie pas, l'égalité d'accès aux droits fondamentaux n'est pas un luxe, aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Pour rendre ces principes réels et vérifiables, nous avons lancé des réformes majeures. Premièrement, la protection sociale. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables. Deuxièmement, l'éducation. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Pour consolider cette réforme et lutter contre l'inégalité des chances, nous déployons un programme national d'alimentation scolaire afin qu'aucun enfant n'abandonne l'école parce qu'il a faim. Troisièmement, la cohésion territoriale. Notre pays est vaste. Pendant trop longtemps, cette immensité a été le prétexte à l'inégalité. Nous avons décidé d'y répondre par un engagement concret, le programme de développement local des 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Lancé en 2023, ce programme vise à reconnecter l'ensemble du territoire national et à réduire les écarts entre les centres urbains et les zones rurales. Sa première phase prévoit la construction de 2136 ouvrages publics, écoles, centres de santé, bâtiments administratifs. À ce jour, 1011 infrastructures sont déjà terminées et plus de la moitié des autres sont en cours de finalisation. Ce n'est pas un concept, ce sont des salles de classe qui ouvrent, ce sont des maternités qui fonctionnent, ce sont des services publics qui redeviennent accessibles. Mais le programme de développement local des 145 territoires n'est pas seulement un chantier de briques, c'est aussi une politique de dignité économique. Nous accompagnons les petits producteurs ruraux, nous structurons les filières agricoles locales, nous stimulons les économies de proximité et nous créons des emplois décents. Car une mère qui peut vivre de son travail sans devoir quitter sa terre, c'est déjà une victoire sociale.
Mesdames et messieurs, à ces chantiers sociaux s'ajoute aujourd'hui une nouvelle dimension incontournable, la dimension climatique. Le changement climatique n'est pas pour nous un débat académique. Il est une réalité vécue. Inondations meurtrières, érosions qui engloutissent des quartiers entiers, sécheresses qui détruisent les récoltes et plongent des familles entières dans l'insécurité alimentaire. Dans ce contexte, le bassin du Congo est à la fois un rempart écologique pour l'humanité et un levier stratégique de développement pour notre pays. La République démocratique du Congo continue d'honorer ses engagements climatiques avec sérieux, mais le sous-financement chronique de l'adaptation et de l'atténuation freine la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Nous le disons clairement, sans justice climatique, il n'y aura pas de justice sociale durable. Nous attendons donc une transformation profonde du financement international. L'accès aux ressources vertes doit devenir plus prévisible, plus rapide et plus juste. Il ne peut pas reposer sur des conditionnalités qui punissent les pays vulnérables pour des désastres auxquels ils n'ont pas contribué. Nous plaidons pour un rééquilibrage réel entre le financement de l'atténuation et celui de l'adaptation, parce que protéger les populations qui subissent déjà les chocs climatiques est aussi urgent que réduire les émissions globales. Mesdames et messieurs, ce deuxième sommet mondial pour le développement social se réunit dans un moment charnière. Nous faisons face à des transitions simultanées, démographiques, environnementales, numériques et économiques. Si nous échouons à les gouverner de manière juste, elles deviendront des facteurs d'exclusion supplémentaires. Si nous les maîtrisons collectivement, elles peuvent devenir des accélérateurs d'équité. Le développement social ne sera crédible que s'il est vécu dans tous les territoires, y compris les plus reculés, y compris les zones meurtries par la guerre. Ce que nous construisons avec le programme de développement local des 145 territoires est une méthode que nous offrons au débat international. Reconnecter le pays par la santé, l'école, l'administration, l'activité économique locale et donc restaurer l'égalité républicaine dans l'accès aux droits. Ainsi, nous avons besoin d'une solidarité qui ne soit plus verticale, donateur d'un côté, assisté de l'autre, mais d'une solidarité fondée sur la reconnaissance mutuelle des responsabilités et du droit à la dignité souveraine de l'État, de chaque État. Nous l'avons dit dans nos engagements récents, la coopération internationale ne doit pas être un système permanent de dépendance. Elle doit être un pacte d'égal à égal où chacun rend des comptes à l'autre. Notre ambition commune doit être que d'ici la prochaine génération, les principes de justice sociale ne soient plus seulement proclamés dans des sommets comme celui-ci, mais vécus dans la vie quotidienne de chaque citoyen en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Cela exige du courage politique. Cela exige de regarder en face nos contradictions. Cela exige de mettre fin à l'idée que certains peuples seraient condamnés à l'instabilité, à la pauvreté ou à la guerre. La République démocratique du Congo croit en un avenir où la justice sociale cessera d'être une promesse et deviendra un droit collectif et effectif. Elle y travaille chez elle, chaque jour, malgré les épreuves. Elle est prête à y travailler avec vous, à vos côtés, dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel. Vive la solidarité mondiale, vive le développement social. Je vous remercie.
I thank the President. Je remercie le président de la République démocratique du Congo pour sa déclaration et j'invite maintenant son Excellence Solange Wix, président de la République des Palau. Monsieur, vous avez la parole. Ali, Your Highness, Votre Altesse Royale, l'émir du Qatar, Monsieur le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur que de me joindre à vous aujourd'hui à Doha, à l'occasion de ce deuxième sommet mondial pour le développement social, 30 ans après Copenhague. Je voudrais remercier Son Altesse de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli ce sommet important. Merci pour toute l'hospitalité, hospitalité très généreuse qui a été la vôtre, qui nous a fait vraiment nous sentir chez nous. Des progrès significatifs ont été réalisés, cependant il reste beaucoup à faire. Nous sommes réunis alors que notre humanité est partagée, notre humanité à tous est mise à l'épreuve. Elle est mise à l'épreuve par l'inégalité, par les changements climatiques, par l'instabilité de l'économie mondiale et également par les besoins changeants de nos jeunes, des personnes âgées et des personnes souffrant d'un handicap. Pour les Palau ainsi que pour de nombreux petits États insulaires en développement, ces difficultés ne sont pas des concepts abstraits. Il s'agit de réalités quotidiennes. Je suis pleinement solidaire avec le peuple de la Jamaïque. En effet, chaque tempête, chaque inondation, chaque marée montante érode non seulement nos côtes, mais les progrès, les moyens de subsistance et les espoirs qui sont les nôtres. Bien que nous soyons mis à l'épreuve, je suis convaincu que c'est notre unité, notre compassion et notre responsabilité partagée qui peuvent nous permettre d'aller vers un avenir durable et ouvert à tous. Notre vision nationale, Akot Arrechat Erbalao, une société où personne n'est laissé pour compte, détermine toutes les politiques que nous élaborons. La priorité va aux objectifs de développement durable. Nous sommes conscients que ces objectifs sont liés entre eux et qu'ils doivent être traités comme un tout. Nous sommes conscients de l'obligation morale qui est la nôtre de protéger les plus vulnérables et de garantir la dignité et des chances égales pour tous. Par le biais de la loi sur la sécurité sociale, nous garantissons la stabilité des personnes âgées, des personnes handicapées, pour également les survivants. Nous avons mis en place une loi sur la prise en compte du handicap. Elle a porté création d'un bureau des personnes handicapées. L'objectif de celle-ci est de garantir l'accessibilité et la participation de plus de 15% de notre population et des handicapés. La politique nationale pour la jeunesse pour la période 2023-2027 s'efforce de garantir l'accès des jeunes à l'éducation, à la santé et également à la prise de décision. Nous avons mis en place des réformes fiscales qui ont pour but de soutenir directement les enfants, les personnes âgées et les personnes qui vivent et les familles qui vivent avec le handicap. Nous sommes également en train de renforcer nos systèmes de sécurité sociale et nos systèmes de retraite de manière à ce que chacun de nos citoyens puisse prendre sa retraite, en toute confiance et dignité. L'éducation est la base du progrès social. Mon père disait « Tu pourras peut-être tout perdre dans une guerre ou à cause d'une tempête, mais tu ne perdras jamais ce que tu as appris. » Et cette vérité définit notre avenir. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour faire augmenter les salaires des enseignants, pour reconstruire, pour remettre nos écoles à niveau et pour améliorer les matériels didactiques qui nous permettent de former nos jeunes. Mais notre plus grand succès a été, je crois, que nous avons été à même de garantir que chaque enfant puisse avoir
puissent bénéficier à l'école d'un petit déjeuner gratuit. En effet, aucun enfant ne devrait aller à l'école le ventre vide, ou se trouver à l'école le ventre vide. Ceci a révolutionné l'école. Il a permis de lutter contre le décrochage scolaire, contre l'échec scolaire. Parce que nous savons que lorsque les enfants sont bien nourris, ils peuvent se développer, apprendre et rêver. L'éducation n'est pas seulement un droit, c'est notre meilleure défense face à la pauvreté. Et c'est notre meilleure chance pour davantage de prospérité. Cependant, l'éducation doit également permettre de renforcer la résilience. Les changements climatiques peuvent débalayer des décennies de progrès du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle notre approche en matière de développement social